Donc, je vais vous parler des origines de la vie. Donc, je vois que c'est le thème du cycle de conférences. D'abord, je vous remercie d'être venu. Alors, c'est une question fascinante qu'on se pose depuis très longtemps, comme on le voit sur cette magnifique fresque qui a été prise en photo par une des organisatrices. Et ici, on voit une origine de la vie où on imagine qu'il y a de l'eau, il y a des créatures qui apparaissent, qui vont aller sur Terre. Donc, il y a quand même quasiment une notion d'évolution dans tout ça. Donc, on va parler d'évolution. Et moi, je me concentre vraiment sur le côté moléculaire. Donc, comme ça a été dit, c'est quelque chose qui est très à l'interface entre la physique, la chimie et la biologie. Il faut arriver à faire le lien entre ces différents domaines. Alors, il y a une question que je pose à absolument toutes les audiences. Je l'ai posée à l'Observatoire ce matin. Et donc, vous n'échapperez pas à cette question. Alors, personne ne connaît la réponse à cette question. Donc, c'est vraiment plus une opinion. On n'est pas en train de savoir si vous avez raison ou tort, puisque personne ne sait. Donc, est-ce que vous pensez, petit a, qu'il n'y a de vie que sur Terre, petit b, qu'il y a des microbes sur d'autres planètes, et petit c, qu'il y a de la vie intelligente ailleurs? Alors, qui est plutôt pour petit a? Voilà. Ça reste une loterie. Voilà. Donc, bon, ouais, en général, bon. Alors, qui pense qu'il y a des microbes ailleurs? Sans doute. Ouais. Et puis qu'il y a de la vie intelligente ailleurs. Voilà, bon, c'est... Oui, alors souvent, normalement, si on répond C, on doit aussi répondre B. Mais enfin, je dirais que... Bon. Est-ce qu'il y a de la vie intelligente sur Terre? Voilà. En tout cas, il y a des microbes sur Terre. Alors, souvent, ben voilà, c'est assez reproductible. Il y a plutôt 50-50 sur B et C. Alors, toutes les réponses sont valides. Hein. Comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment d'idée. Mais ce qu'on sait quand on regarde l'évolution de la vie sur Terre, c'est que ça a mis quand même très longtemps à avoir de la vie intelligente avant d'avoir des... Il y a eu des microbes pendant beaucoup plus longtemps qu'il y a eu de la vie intelligente. Donc, ces deux événements semblent très probables. Très improbables, pardon. Alors déjà, la question de l'origine de la vie, est-ce que c'est une question? C'était pas très clair que ce soit une question jusqu'aux expériences de Pasteur au XIXe siècle, puisque à l'époque, il y avait un débat sur la génération spontanée. Donc en l'absence de connaissance des microbes, il y avait tout un tas de situations où on voyait bien qu'il y avait des choses qui étaient certainement mortes ou de la terre, dans laquelle on n'avait pas détecté de vie, et on voyait de la vie émerger à partir de pourriture, par exemple. Donc ça semblait, pour en tout cas un certain nombre de personnes, assez naturel d'avoir des origines de la vie. C'est-à-dire qu'on voyait apparaître le vivant à partir de non-vivants. Et Pasteur, c'était une de ses grandes contributions de montrer que si on avait des conditions bien contrôlées, de démontrer que la vie venait de la vie, et qu'elle venait de micro-organismes ou d'entités plus petites qui, elles, étaient déjà vivantes et qu'on ne voyait pas. Donc, dès ce moment-là, en tout cas pour la communauté scientifique, je pense que c'était établi qu'il y avait une question de l'origine de la vie et que c'était quelque chose vraiment à expliquer. Alors, quelle est cette question? Alors, une origine de la vie, on utilise le mot d'abiogénèse. Abiogénèse, c'est-à-dire le fait qu'il y a la génération de vie à partir de non-vie. C'est le terme technique. Et on s'imagine, OK, il y a une Terre. Alors, si on pense à la Terre, maintenant, on réfléchit aussi aux exoplanètes. Il y a des minéraux, de l'eau, des gaz, et puis tout un tas de phénomènes. Et il faut imaginer qu'il y a des choses qui se passent, alors à l'échelle microscopique, pour au bout d'un moment donner lieu à toute cette diversité incroyable qu'on voit sur la planète. Alors, je pense que la conférence précédente vous a montré des aspects de cette diversité. Et donc, si on prend le problème du point de vue de la biologie, on doit penser à l'évolution darwinienne. Donc là, à peu près à la même époque que Pasteur, d'ailleurs, Darwin a écrit son fameux livre « L'origine des espèces », dans lequel il formule sa théorie maintenant très célèbre, comme quoi la diversité biologique qu'on voit est issue d'un processus d'évolution extrêmement long, dans lequel il y a des accumulations de différences qui se sont transmises à travers les générations, et ces différences conduisent à une capacité à survivre qui est différentielle, c'est-à-dire que certaines branches vont disparaître alors que d'autres vont se poursuivre et continuer à se diversifier.
Alors c'est assez intéressant d'ailleurs de repenser, alors je ne vais pas parler très longtemps de ça, mais du contexte dans lequel il est arrivé à cette théorie. C'est-à-dire qu'il a été voyager sur une expédition sur un bateau, il a vu sur les îles Galapagos, qui sont plein de microcosmes en fait, évolutifs, qui avaient des différences qui semblaient s'être poursuivies sur chacune de ces îles, ce qui l'a amené à formuler cette théorie. Puis en parallèle, il élevait des pigeons. Donc c'était à l'époque très important, hein, les pigeons voyageurs, c'était un loisir assez commun d'élever des pigeons, et lui-même faisait de l'évolution expérimentale chez lui, en quelque sorte. Et il voyait bien que les traits se transmettaient. Donc cette théorie, qui a été formulée à l'époque en l'absence totale de connaissances sur les mécanismes moléculaires, donc les mécanismes microscopiques, résiste encore. C'est-à-dire qu'elle a été formulée correctement dès le début. Et c'est pour ça qu'il est si connu, finalement. Si on utilise cette théorie, on peut regarder le vivant tel qu'il est et essayer de remonter l'arbre. Alors juste pour rappeler, vous l'avez peut-être vu dans les autres conférences, mais quand même une petite échelle de temps. Donc l'univers s'est évalué à un âge de 13-14 milliards d'années. La Terre, on est à peu près 4,5-4 milliards d'années. L'apparition de la vie est estimée vers... le consensus actuel, c'est 3,8 milliards d'années. Voilà. Pour positionner, voilà, si on mettait sur une horloge ce temps et les Homo sapiens, ce serait que quelques secondes par rapport à une journée totale. Donc c'est une frise évolutive qui s'étale sur un temps extrêmement long. Et comme je le disais, les cellules simples, donc les prokaryotes, c'est les bactéries et les archées, qui sont des cellules plus simples que les nôtres, ont été là pendant quand même très longtemps, hein, pendant environ 2 milliards d'années, avant qu'il y ait des cellules un peu plus complexes, qui sont les cellules qui nous constituent, les cellules eucaryotes, dans lesquelles il y a un noyau. C'est des cellules plus complexes, dans lesquelles il y a plusieurs sous-parties. Et puis ces cellules se sont assemblées en organismes pluricellulaires. Et les premiers fossiles qu'on voit, c'est vers moins 500 millions d'années. Donc tout ça s'accélère, hein, en quelque sorte. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe là, avant, et puis est-ce qu'on peut utiliser l'arbre du vivant pour remonter? Est-ce qu'on a des indices qui nous permettent de remonter le plus tôt possible? Au départ, il y a une cellule qui est vivante. Alors voilà, donc là je vais parler de ce point. Donc là, j'ai dessiné l'arbre de la vie. Il y a tout un tas d'études qui consistent à essayer de reconstituer quel était cet arbre de la vie à partir de la diversité qu'on observe à l'heure actuelle. Et il y a une classification en 3 règnes du vivant. Les bactéries, les archées et puis les eucaryotes. Donc nous, on fait partie des eucaryotes, on est sur cette petite branche ici. Alors on peut regarder le vivant, essayer de refaire l'arbre, et on peut redescendre éventuellement jusqu'à une cellule qui s'appelle LUCA, donc Last Universal Common Ancestor, en anglais, donc d'où LUCA, mais en français, c'est le dernier ancêtre commun universel. Donc cet ancêtre, c'est une cellule qui possède à peu près tous les attributs des cellules telles qu'on les connaît dans le vivant. Et pourquoi on pense que cette entité existe? C'est parce que toutes les cellules qu'on a observées dans le monde vivant partagent énormément de choses qui sont très complexes, donc qui n'auraient pas pu apparaître par hasard. Alors évidemment, c'est une hypothèse, mais qui est quand même très... Alors il y avait peut-être un ensemble de LUCA, c'était peut-être une petite population, mais qui partageait énormément de choses en commun. Cela dit, une cellule, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué par rapport à des processus de physique et de chimie qu'on pourrait avoir dans l'environnement. Donc il y a ici un saut énorme, et c'est ça qu'on doit expliquer dans l'origine de la vie. Et malheureusement, on peut très difficilement utiliser la biologie telle qu'on la connaît pour aller jusqu'à l'origine de la vie. Donc ça pose un problème scientifique qui est très fort. C'est que comme Pasteur l'a montré, on ne voit pas la vie réapparaître spontanément. On ne peut pas observer la vie apparaître. En tout cas, on ne connaît pas de contexte encore dans lesquels on peut faire cette observation. Ça pose un problème si on veut étudier quelque chose. Et puis, si on regarde le vivant tel qu'il est, il ne nous dit pas exactement quelle était cette origine. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une approche de biologie de synthèse, comme on dit. Il va falloir fabriquer des objets qui ont des caractéristiques vivantes, et c'est en fabriquant ces objets en laboratoire qu'on va pouvoir étudier l'origine de la vie. Donc ça, c'est un type d'approche de recherche
qui se développe énormément à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de moyens technologiques qui peuvent être mis en œuvre. Alors évidemment, pendant la crise du Covid, on a plus entendu parler de ces technologies qui se développent. Ces technologies, ben, il y a le séquençage de l'ADN. On a, je pense, beaucoup parlé du séquençage de l'ADN. Et puis maintenant, on peut aussi synthétiser des ADN, énormément d'ADN. Ça, c'est des outils que nous, on utilise beaucoup au laboratoire pour fabriquer des systèmes qui peut-être seraient vivants à partir de molécules seulement. Alors maintenant, je vais essayer de préciser quels sont les concepts, comment réduire le fossé qui est ici. Alors si on part de la physique, il y a la notion d'auto-organisation de la matière. Si on prend des molécules et qu'on les met ensemble, donc ici on a une jolie vidéo de quelqu'un qui a fait des bulles et il faisait très froid là dans le Colorado, moins 9 degrés. Vous savez tous que la matière, elle change d'état. Tout simplement, l'eau, elle se transforme en glace quand il fait suffisamment froid. Et rien que par les changements d'état de la matière, on peut déjà observer des formes d'organisation. Donc vous voyez ici des cristaux de glace qui grossissent. Alors, j'ai pris cette image parce que c'est joli, mais enfin, vous en avez tous fait l'expérience de manière évidente. Ça, c'est ce qu'on appelle... il y a un changement dans l'environnement, c'est un changement de température, et le système s'ajuste, il change d'état. Donc, c'est la thermodynamique, cette théorie, qui a été inventée pour contraindre les moteurs à l'époque, qui explique les changements d'état. Et si on voit un processus se passer, une forme d'organisation, seulement si la température reste la même, il ne se passe plus rien. Donc, ce n'est pas suffisant de considérer les changements d'état en fonction des conditions extérieures pour expliquer l'apparition de la vie. Après, il y a d'autres phénomènes qui, en fait, ici vous voyez des nuages et il y a un écoulement, vous allez voir des vidéos, vous voyez des formes d'organisation de la matière qui sont liées à un écoulement. Et il y a une grosse différence. Alors ici, vous voyez un mont c'est vu de dessus, hein, et on voit que ces perturbations dans l'écoulement forment des structures. Alors pourquoi je montre ces deux exemples? Parce que ici, c'est très différent. On va injecter de l'énergie en permanence dans le système. Alors qu'ici, on n'en injecte pas. Et en injectant de l'énergie, on peut voir apparaître des structures. Donc ici, on a des phénomènes dits à l'équilibre thermodynamique, et ici des phénomènes dits hors équilibre. Et ce qui se passe, c'est que les théories de la physique contraignent énormément ce qui se passe à l'équilibre. Par contre, hors équilibre, dès qu'on met de l'énergie dans un système, il va pouvoir s'organiser, mais d'un tas de manières qui est énorme et qu'on n'arrive pas à contraindre en réalité. Donc ça, c'est le champ d'investigation duquel on part du point de vue de la physique, c'est les systèmes hors équilibre, donc les systèmes dans lesquels il y aura une forme d'énergie qui va être injectée en permanence. Alors, si on essaie de se rapprocher un peu plus du vivant. Un système hors équilibre physique très caractéristique, vous en avez aussi tous fait l'expérience, si vous mettez de l'huile dans une poêle ou que vous faites chauffer de l'eau, une petite couche, si vous regardez du dessus, vous pourrez peut-être voir des petites cellules hexagonales. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais ça c'est des cellules de convection. Qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène? On va injecter de l'énergie, puisque ici, donc on regarde du dessus, ils ont mis des traceurs fluorescents pour que ce soit joli. Mais on a juste chauffé le fond de la poêle et on regarde au-dessus ce qui se passe et on injecte de l'énergie puisqu'on chauffe. Et il y a cette forme d'auto-organisation, alors ça vient un petit peu tôt, qui est que spontanément des formes de cellules vont se former parce que la densité, quand on chauffe, diminue, donc ça remonte, mais comme le volume du liquide reste fixe, ben, ça doit nécessairement redescendre. Et cet effet fait qu'on va former ces formes. Et ça, c'était un système, la convection de Rayleigh-Bénard, donc c'est un système qui a été énormément étudié en physique, justement pour comprendre l'auto-organisation hors équilibre, donc quand on met de l'énergie. Donc on pourrait dire, OK, on a quelque chose qui commence peut-être à ressembler à du vivant. Alors ici, j'ai mis de l'embryogenèse. Vous voyez, il faudrait recommencer. On part d'une cellule, et c'est un peu pareil, au début, ça se redivise en plein de sous-cellules. Mais alors, bon, c'est pas comparable du tout à ça, parce qu'il se passe énormément d'autres processus où les cellules s'organisent les unes avec les autres. Alors des fois, quand on pense à l'origine de la vie, on pense à l'apparition des embryons.
Là, c'est une forme de vie qui est déjà complexe. Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment les premières cellules se sont formées. Alors ici, on voit des formes, et ici, on voit des cellules qui s'auto-organisent, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous qu'on n'a pas encore mis comme ingrédient? C'est les réactions chimiques. Donc là, je vous ai parlé de physique. Ici, vous voyez, c'est une réaction chimique qui est souvent utilisée dans des expériences de vulgarisation à l'école. Ça s'appelle Belousov-Zabotinsky. Donc, on mélange quelques produits qui sont oxydants, et spontanément, ils vont former ce genre de phénomène. Donc ici, ça fait 1 centimètre à peu près. Donc c'est assez fascinant parce qu'on mélange que quelques composés et on va voir une certaine structuration qui est liée à l'énergie chimique qui est dans le système. Vous voyez que ces ronds se propagent. C'est un petit peu comme un feu, c'est-à-dire que chimiquement, c'est comme si on consommait l'énergie locale, et puis après, il faut un certain temps pour que cette énergie se renouvelle, et on va avoir un nouveau front, d'où la formation de ces structures. Donc ça, c'est un autre exemple, c'est un système emblématique qui a été beaucoup étudié en chimie pour essayer de comprendre l'auto-organisation à partir du moment où on a des chimies hors de l'équilibre. Alors, si on simplifie maintenant la biologie, ici, on est en train de regarder des bactéries qui se divisent. Vous voyez aussi une forme d'organisation spatiale. On regarde ça de loin. Bon, on a aussi une formation de domaines qui grandissent. Cependant, le lien est encore énorme. Le fossé est encore énorme parce qu'à l'intérieur de cette bactérie, il se passe énormément de choses. C'est là qu'on va arriver plus vers les approches scientifiques de l'origine de la vie, les approches moléculaires. Donc vous avez une expérience qui est extrêmement connue, c'est l'expérience de Miller-Urey qui a été faite en 1953. Et ici, on voit Urey, je pense, ou Miller, je ne sais plus, devant une représentation de son expérience. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé de l'eau, du méthane, de l'ammonia et du dihydrogène. Alors pourquoi ces molécules? Vous voyez, c'est des molécules, ici je les ai représentées, qui sont assez simples, et elles comprennent les éléments atomiques essentiels. Donc l'oxygène, qu'on trouve dans l'eau, l'ammonium, et le carbone, évidemment. Le carbone, donc quand on dit vie organique, c'est une vie qui est faite à partir de molécules de chaînes de carbone. Et il s'est dit, je vais mélanger tout ça, il y a une phase liquide, donc l'eau évidemment, et puis des gaz, et je vais mettre de l'énergie, donc je vous ai dit, il fallait de l'énergie, en faisant des étincelles et en chauffant. Et dans cette soupe, il a regardé qu'est-ce qui sortait. Et effectivement, la grosse surprise, c'est que de cette soupe, il sort des composés du vivant. Donc les aminoacides, si vous regardez les notices des aliments, vous avez des protéines, donc c'est ce qui compose les protéines. Certains aminoacides se forment spontanément. Donc vous voyez, ces choses-là s'assemblent en des objets un petit peu plus complexes, qui sont les briques du vivant. Et ça, c'est assez incroyable, parce qu'il suffit de mélanger des choses très simples qu'on peut trouver dans des gaz et dans des liquides, et hop, on va voir apparaître les briques du vivant. Si maintenant on prend encore une fois le point de vue de la biologie, à peu près à la même époque, on a compris la structure de l'ADN. Et on a compris que l'évolution se passait, et que la réplication des cellules était contrôlée par la réplication de l'ADN. Donc vous savez ici cette grande chaîne, qu'on a tous dans toutes nos cellules, évidemment, qui est l'ADN, qui code toutes les réactions qui sont dans les cellules. Et il y a cette machinerie qui est extrêmement fascinante, donc ça c'est des protéines aussi, qui vont copier l'ADN. Vous avez la double hélice d'ADN, et elle sépare cette double hélice en 2 hélices simples, et va recopier chacun de ces brins simples. Donc c'est comme ça que se passe la division des cellules ultimement, et l'évolution. On voit que, par rapport à ce que je vous ai montré avant, on est déjà moins éloigné en termes conceptuels, c'est-à-dire qu'on a ces briques, et la grosse différence, c'est qu'ici, ces briques sont assemblées en ce qu'on appelle des polymères, donc des chaînes beaucoup plus longues, et qu'il y a aussi des processus à l'œuvre, des processus moléculaires de copie des objets les uns des autres. Donc, dès les années 50, il commençait à y avoir une vision de que pourrait être le lien entre des molécules, de la chimie et de la biologie, à travers la formation de ces polymères et des processus de copie.
Donc là, ça semble déjà un petit peu moins mystérieux, ce que pourrait être une origine de la vie. Donc pour faire un petit cours de biologie, les bactéries, elles ressemblent à ça. Ça fait à peu près 1 micron, hein, donc voilà, 1 millième de millimètre. Ici, c'est une cellule eucaryote dont nous sommes constitués, qui est un petit peu plus compliquée. Typiquement, elle est 10 fois plus grosse en diamètre, donc elle fait 10 microns. Et à l'intérieur, vous allez avoir un noyau. Mais dans ces deux types de cellules se passe la même chose. C'est que vous avez l'ADN, donc je vous ai montré avant l'ADN qui était recopié. Et ça a été découvert dans les années 60 à l'Institut Pasteur. C'est qu'à partir de l'ADN, il y a une machinerie qui va faire les ARN messagers. Alors on a tous entendu parler des vaccins ARN messagers hein, ces dernières années. Donc l'ARN messager, c'est ce qui va être ensuite utilisé pour faire les protéines. Et ces deux processus qui s'appellent la transcription et la traduction, ça c'est ce qu'on appelle le dogme central de la biologie moléculaire. Donc ça c'est vraiment les processus moléculaires communs à absolument toutes les cellules qui contrôlent le vivant. Et quand ça a été découvert, ben, il y a eu on s'est dit il y a un problème de poulet d'œuf maintenant pour l'origine de vivant. Parce que le problème, ce que je vous ai montré, la réplication de l'ADN, c'est catalysé par les protéines. Alors catalysé, c'est un mot qu'on utilise dans la vie courante, mais je vais repréciser ce que ça veut dire. Donc les protéines sont des enzymes, ça veut dire que c'est des catalyseurs, c'est-à-dire des objets qui vont accélérer les réactions et contrôler quelles réactions se passent dans les cellules. Donc dans cette petite vidéo, on voyait l'ADN se répliquer. C'était l'ADN qui est le code qu'on réplique, mais ça, c'est fait par les protéines. Et il aurait donc fallu imaginer qu'à l'origine de la vie, il y avait les deux en même temps, et ça a posé un problème immédiatement. Les gens se sont dit, on ne peut pas avoir, les deux sont complexes, on ne peut pas avoir les deux qui apparaissent d'un coup. Donc, on est obligé d'imaginer autre chose, et c'est là où on dévie de la biologie, on est obligé d'imaginer un mode de reproduction qui reposait sur un même type de molécule, qui peut-être était l'un ou l'autre, ou qui n'était ni l'un ni l'autre. Et c'est là qu'on en arrive à l'hypothèse principale de l'origine de la vie, qui est l'hypothèse dite du monde ARN. Donc, je vous ai parlé d'ARN messager. L'ARN est à mi-chemin entre les ADN et les protéines. Et ça, c'est l'hypothèse principale, alors pour une raison que je vais vous dire juste après, mais ce qu'on imagine dans ce monde ARN, c'est qu'on aurait des sortes de cellules très simples, des compartiments les plus simples possibles, qui contiendraient des ARN, et que ces ARN seraient capables de faire tout ce que font l'ADN et les protéines. Alors pourquoi on pense que c'est le cas ? Donc cette hypothèse, elle a été formulée dès qu'on a compris le code génétique, dans les années 60. Et depuis, il n'y a eu que les recherches n'ont été que dans cette direction. Alors, en 1982, il a été compris que les ARN peuvent être des enzymes. Alors, je parlais d'enzymes, de catalyseurs. Au début, on pensait qu'il n'y avait que les protéines qui étaient des enzymes. Et en 1982, il y a une publication qui a montré que les ARN étaient aussi des enzymes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ARN messagers sont porteurs d'informations, comme l'ADN, mais les ARN sont aussi des catalyseurs comme les protéines. Donc on peut imaginer un monde dans lequel il n'y avait ni protéines ni ADN, mais il n'y avait que de l'ARN. Et il y a quelque chose d'autre qui a été découvert dans cet objet ici, qui a l'air extrêmement compliqué, c'est le ribosome. Donc le ribosome, c'est quelque chose qu'il y a dans absolument toutes les cellules. C'est cette machinerie très compliquée qui permet de fabriquer les protéines à partir des ARN, à partir du code ARN. Et là, dans les années 2000, on a compris que le ribosome était en fait un ARN. Ce n'était pas une protéine, il est fait des deux, mais que c'était l'ARN dedans qui faisait toutes les activités. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos cellules ? Il y a des ARN messagers qui vont rentrer dans ce gros ARN, le ribosome, et les ARN de transfert qui codent le code génétique. Donc, il y a tout un tas d'ARN qui viennent ensemble et qui vont fabriquer les protéines. Quand on a compris ça dans les années 2000, là, ça devenait une sorte de preuve que c'était bien l'ARN, le monde ARN, qui fabriquait les autres parties du vivant, donc notamment les protéines. Vous voyez, finalement, ça, c'est des choses qui ont été comprises assez récemment, qui étaient des idées qui étaient là, mais qui maturent petit à petit.
Maintenant, on n'explique toujours pas l'origine de la vie. On se dit, bon, bah, ok, c'est des molécules d'ARN qui font tout le travail, essentiellement, mais qu'est-ce qu'elles font plus particulièrement? C'est là où on arrive au type de recherche qu'on fait au laboratoire. On est obligé de construire des scénarios, un peu comme dans les films, parce que, comme je vous l'ai dit, on n'observe pas d'apparition de la vie. Donc on est obligé d'imaginer ce que serait un scénario d'apparition de la vie et de le reconstituer dans le laboratoire. Alors ça a l'air très compliqué, mais je vais quand même vous amener à travers cette figure, parce que cette figure, finalement, concrétise des idées d'apparition progressive de l'évolution. Donc si on se dit on comprend l'origine de la vie, c'est qu'on comprend à peu près ce qui se passe dans ce processus. Alors au début, comme dans l'expérience de Miller, on va avoir des gaz, des liquides, on va mettre de l'énergie et on va pouvoir former les briques de la vie. Alors pardon, c'est en anglais, mais... Donc ici, les briques de la vie, ça va être les aminoacides, les nucléotides, ce qui constituent toutes les chaînes d'ARN, d'ADN, de protéines. Il faut imaginer ensuite un processus, alors là c'est pareil, c'est de la chimie où on va injecter de l'énergie, où ces briques vont s'auto-assembler, former des chaînes, des petites chaînes spontanément. Donc former des petits polymères, on appelle ça des oligomères. Et il se passe quelque chose de très particulier avec ces chaînes, si vous vous souvenez du dessin d'avant, elles se replient spontanément. Parce que cette zone-là va bien aimer cette zone-là, elles sont complémentaires, elles ont des liens chimiques qu'elles aiment former, et ça va former ces sortes de globules assez spontanément. Et certains d'entre eux, certains de ces repliements, vont être des catalyseurs, comme j'ai dit. C'est-à-dire qu'ils vont transformer les autres polymères. Donc si on pense en termes d'auto-organisation, vous avez des objets qui se forment, et au bout d'un moment, ces objets vont commencer à modifier les autres objets. Et c'est là qu'il peut se passer quelque chose de vraiment spécial. Il y a un mode de rétroaction catalytique très particulier qui s'appelle l'autocatalyse. C'est la partie la plus compliquée. Donc, suivez-moi. Si vous avez une molécule qui va catalyser, donc favoriser la formation d'une autre molécule, qui elle-même favorise la formation d'une autre molécule, et que vous avez un cycle comme ça, c'est-à-dire qu'on revient au début, si A favorise la formation de B, favorise la formation de C, favorise la formation de A, ben vous mettez n'importe lequel, petit à petit, vous aurez une amplification de A, B et C. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'autocatalyse collective. Et il y a une certaine probabilité que ce genre de processus se mette en route. Vous voyez, dans le fond, il n'y a pas de gros mystère ici. Il suffit, c'est un bien grand mot, mais enfin, il suffit qu'on forme des chaînes, que ces chaînes se replient, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir imaginer des formes d'organisation où si on injecte de l'énergie, certains sous-ensembles de molécules vont favoriser leur propre reproduction. Et donc là, on part de la chimie et on s'approche petit à petit de la biologie, parce qu'on a parlé de reproduction. Alors évidemment, après, c'est qu'une étape, il va falloir imaginer comment on peut avoir petit à petit l'apparition d'une copie de chaîne. Et ça, c'est aussi d'autres ARN, donc il y a beaucoup de recherches actuellement pour trouver des ARN qui vont favoriser la copie d'autres ARN. Il y a énormément de progrès à l'heure actuelle. Et à partir du moment où on a ça, tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait que l'évolution darwinienne commence. C'est-à-dire qu'on dispose de tous les processus qui nous permettent de faire une vie complexe. Voilà, donc je vous pose, il n'y aura pas une interro à la fin, mais si vous retenez ça, vous avez à peu près tout compris. Alors pour vous donner un peu un état de l'art, parce que c'est des choses qui sont extrêmement actuelles, en 2023, il y a des collègues au Japon qui ont fait une expérience un peu folle, un peu comme Miller-Urey, c'est-à-dire qu'ils ont mélangé des ARN aléatoires petits avec 10 unités, qui serait donc une réalisation de ce stade. Et ils ont vu qu'effectivement, on avait l'émergence de molécules plus longues qui étaient des catalyseurs et qui allaient en fait recruter des petits bouts, les assembler. Et ces assemblages eux-mêmes recrutent d'autres petits bouts et sont capables de refaire la même chose. Donc ils ont observé vraiment cette amplification autocatalytique de molécules en partant de chaînes plus simples. Donc ça, c'est un gros progrès conceptuel. Alors nous, au laboratoire, on travaille avec un système qui est un petit peu similaire, qui avait été ingénieuré avant, où vous avez des fragments d'ARN, et comme je vous l'ai dit, ils ont tendance à se reconnaître.
parce qu'il y a les bases de l'ARN, avec une complémentarité. Et vous allez donc former ce qu'on appelle un complexe, c'est-à-dire des objets qui vont venir ensemble, mais qui ne sont pas très bien attachés. Il se trouve que s'il y a un objet comme ça qui est complètement attaché, vous avez des bouts, par exemple, ici, qui ne sont pas connectés les uns aux autres, mais si vous imaginez qu'ils sont connectés, donc c'est cette molécule violette, elle va venir attacher les différents bouts les uns aux autres. Et maintenant, vous en avez 2 qui sont complètement attachés. Et ces 2-là vont chacun venir en attacher, et vous en aurez 4. Puis à partir de 4, vous en aurez 8, etc. Donc ça, c'est un système qui marche vraiment au laboratoire, qu'on utilise tous les jours, et qui permet d'avoir une reproduction à partir de simplement 2 molécules. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre ces molécules dans des soupes avec d'autres ARN un peu aléatoires, et de voir s'il y a un processus évolutif qui se met en route. Alors, une autre actualité, là, c'est vraiment un schéma qui vient d'un article scientifique. Ça, c'est un article qui n'est pas encore publié par des collègues anglais. Donc, il y a ce qu'on appelle un préprint, une pré-publication. Maintenant, ça se fait beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont mis en ligne sur Internet, mais voilà, personne n'a encore validé complètement si c'était vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment donc une actualité chaude, je dirais. Ils ont trouvé, ici, maintenant, vous avez l'habitude de voir des ARN. Donc, c'est une molécule d'ARN qui est repliée et qui est capable de copier sa propre séquence. Donc vous avez sa séquence, elle se plie ou elle se déplie, ici. À partir de petits bouts, de petites unités, elle va être capable de catalyser sa copie. Et elle peut faire ça d'un côté, sur les 2 brins complémentaires, donc de la chaîne de l'hélice complémentaire. Ça, c'est une autre démonstration. On n'avait pas encore d'objet comme ça, donc ça voudrait dire que oui, il y a des ARN qui peuvent copier d'autres ARN, et notamment qui peuvent se copier eux-mêmes. Donc à partir de là, on pourrait commencer l'évolution. Donc vous voyez cette grande frise que je vous ai présentée. Maintenant, il commence vraiment à y avoir des réalisations expérimentales de chacun des bouts de cette frise. Mais c'est des choses qui se passent vraiment maintenant. Donc moi, j'ai bon espoir que voilà, on arrive à partir de là à petit à petit, si on continue la recherche, on va pouvoir combler les morceaux. Alors maintenant, je vais passer à une autre partie, c'est qu'il y a la partie cellule. Alors, je vous ai montré des molécules qui réagissaient les unes avec les autres, et au bout d'un moment, il faut qu'elles soient dans un compartiment, dans une cellule. Alors ça, c'est des choses qu'on étudie aussi beaucoup au laboratoire avec la microfluidique. La microfluidique, c'est la science d'écoulement des fluides à des échelles microscopiques. Ici, vous voyez une vidéo où c'est un canal qui fait à peu près 20 microns, des canaux de 20 microns, donc c'est une puce comme ça, on va venir injecter de l'eau et de l'huile en l'occurrence. Là, vous avez de l'huile qui arrive et de l'eau. Et ça forme ce qu'on appelle une émulsion, c'est-à-dire des gouttes d'eau dans l'huile, comme la mayonnaise ou la vinaigrette. Sauf qu'on va, dans ces conditions de géométrie extrêmement maîtrisées, c'est très pratique pour les expériences parce qu'on peut faire des gouttes qui contiennent des réactifs de manière extrêmement contrôlée. Donc c'est très bien pour faire des mesures. Et ça nous permet d'étudier quel serait l'effet de la compartimentalisation, donc l'effet de mettre les molécules dans des compartiments séparés. Est-ce que ça aiderait l'évolution? Donc ça, c'est des choses qu'on étudie beaucoup avec ces technologies. Alors, je vais vous montrer un exemple ici. Ça, c'est un article qu'on a publié en 2024. Vous avez 2 populations de gouttes qu'on a formées, comme dans la vidéo que j'ai montrée. Il y en a une, on a mis un colorant vert dedans. Donc, ces petits bouts n'ont pas d'importance, c'est juste pour les repérer. Mais au niveau microscopique, il y a des réactions chimiques, donc autocatalytiques, qui sont capables de se refaire eux-mêmes, qui forment des sucres. Et dans la population verte, cette réaction est peu efficace. C'est dans la population pas verte, la population grise, cette réaction est efficace. Et donc, on a montré, alors vous allez voir, là, la réaction se passe, et vous voyez qu'il y a des réorganisations. Mais si vous regardez bien, vous voyez surtout que les gouttes en vert, elles rapetissent, alors que les gouttes grises grossissent. Donc on a pu montrer qu'en fabriquant des gouttes, en mettant des réactions autocatalytiques à l'intérieur et en les mettant en compétition, on pouvait avoir certaines gouttes qui prenaient le contenu des autres et qui grossissaient à leurs dépens. Et si on si on soumet ces gouttes à des contraintes hydrodynamiques, donc ça peut être des écoulements, ici c'est un milieu poreux, si vous regardez bien, les grosses gouttes, elles se divisent alors que les petites gouttes ne se divisent pas. Alors pourquoi on fait ça?
Ben, c'est une façon d'imiter, avec purement de la physique et de la chimie, ce qui se passe dans l'évolution naturelle. C'est-à-dire que vous avez des réactions chimiques qui vont conduire à une croissance, un peu comme une cellule qui aurait une meilleure croissance qu'une autre. Et puis, non seulement elle devient plus grosse, mais après, elle se divise. Donc, celles qui sont plus grosses vont être plus représentées dans la population ensuite. Donc là, on a la base de ce qu'il nous faut pour faire de l'évolution darwinienne. C'est-à-dire que les entités qui ont tendance à être plus efficaces vont être de plus en plus représentées dans la population. Donc là, vous voyez, on a un exemple. Alors, c'est très synthétique, c'est des choses qu'on a fabriquées, mais uniquement à partir de physique et de chimie, on peut avoir les ingrédients de l'évolution darwinienne qu'on fait au laboratoire. Donc, ce qu'on espère, c'est arriver à mettre des réactions peut-être un petit peu plus complexes, un peu plus intéressantes, et peut-être regarder de l'évolution qui se passe dans ces populations de gouttes. Alors, une autre chose qu'on fait à l'heure actuelle, c'est que je vous ai montré des gouttes qu'on formait de manière très artificielle. On avait ce dispositif technologique un petit peu compliqué. Mais maintenant, on est capable de les faire de manière spontanée, puisque pour une origine de la vie, il faut que les choses apparaissent toutes seules. Alors, si vous mettez des ARN, les ARN, donc c'est des grandes chaînes qui ont une charge négative, c'est des ions négatifs, des anions. Si vous les mélangez à des polymères qui ont une charge positive, vous avez des interactions électrostatiques et ils vont avoir tendance à se rassembler. Et si vous les mettez ensemble, vous formez des gouttes de manière spontanée, qui font à peu près la même taille que j'ai montré précédemment. Ici, vous voyez, c'est 20 microns. Et l'ARN a été coloré en rouge avec une sonde fluorescente. Donc, vous voyez que l'ARN est bien dans ces gouttes. Alors, pourquoi on fait ces objets? Là, je vous montre une vidéo. L'étudiant a juste pipeté les deux types de polymères. Et vous voyez apparaître les gouttes qui se forment de manière spontanée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez de l'ARN, vous mettrez d'autres polymères, donc ça va être des protéines typiquement, et ils vont s'assembler automatiquement en des petits compartiments qui vont commencer à ressembler à ce qu'on appellerait des protocellules, quoi, des versions primordiales de cellules. Et à l'intérieur de ces protocellules, il peut se passer des réactions entre ARN telles que je les ai montrées précédemment. Donc ça, c'est un sujet extrêmement actif de recherche à l'heure actuelle. Là, on est en train d'écrire l'article. Voilà, je vous montre des choses voilà, qui sont même pas encore, qui sont en train de se passer au laboratoire. Et on a fait quelque chose donc de plus, on est allé encore un cran plus loin. Vous avez deux populations qui ne diffèrent que par le fait que les réactions entre ARN vont amener à produire des ARN différents. Et vous en avez une qui disparaît, alors que l'autre reste. Qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement laissé sécher. On a préparé ces deux populations, on laisse sécher, et quand il y a moins d'eau, le sel se concentre. La formation de ces compartiments va dépendre de la concentration en sel, et on peut trouver des situations dans lesquelles certaines chimies vont survivre alors que d'autres vont disparaître. Donc à l'instar de ce que je vous ai montré précédemment, où certaines gouttes en mangent d'autres, ici on a un autre mode de sélection, où certaines survivent et certaines disparaissent, juste parce que s'il y a le soleil, par exemple, qui sèche et qui concentre, certaines compositions vont avoir tendance à rester. Donc là, on peut implémenter aussi une sélection naturelle avec des objets qui se forment de manière très spontanée. Vous voyez, on se rapproche voilà, du vivant à partir de la physique et de la chimie. Donc à l'heure actuelle, je suis en train d'essayer de formuler un scénario encore plus concret, parce que c'est ça le jeu, hein, c'est d'essayer de formuler ça de manière suffisamment concrète pour qu'on puisse le tester au laboratoire. Et l'idée, c'est un petit peu qu'on aurait des mélanges, donc les trucs noirs, c'est des ARN, et vous avez vu que ces ARN peuvent recruter d'autres bouts d'ARN et les lier les uns aux autres pour former des molécules qui vont poursuivre ce processus. Et on pourrait imaginer que dans un milieu assez dense, on puisse avoir des accumulations locales de ces ARN qui se reproduisent. Et à un moment, donc ce que j'imagine, c'est une transition où c'est pas seulement des ARN qui recrutent ceux qui leur ressemblent, mais qui sont aussi capables d'assembler des ARN extérieurs, comme on l'a vu dans le groupe anglais là, qui n'est pas encore publié. Et à partir de là, il était montré par des théoriciens que si on a une accumulation locale suffisante d'objets qui se reproduisent, l'évolution darwinienne peut commencer. Parce qu'il y a des objets qui vont commencer à se recopier, à faire des erreurs et à s'amplifier.
Et on a l'émergence progressive donc d'un processus qu'on n'observe pas dans le vivant actuel, mais qui a toutes les caractéristiques de l'évolution darwinienne. Où petit à petit, on va avoir des compartiments qui apparaissent, qui contiennent des réactions autocatalytiques, qui commettent des erreurs, c'est-à-dire qui font de la variation, mais ces erreurs sont propagées et donc peuvent in fine donner un avantage évolutif. Donc voilà, pour finir, à l'heure actuelle, on a ce projet très excitant avec Alessandro, un projet d'envergure entre de nombreux groupes en France, où on essaye de mettre ensemble toutes ces idées. Il y a des découvertes d'exoplanètes, comme vous en avez forcément entendu parler dans ce cycle de conférences, et ce qui est assez fascinant, c'est leur diversité. C'est-à-dire qu'il y a pas que il y a la Terre, il y a certainement des planètes qui ressemblent à la Terre, mais il y a aussi tout un tas d'autres planètes avec des conditions différentes. Et nous, en laboratoire, on fait, grâce à ces technologies microfluidiques et aussi d'autres moléculaires, on va former plein de petits mondes différents qu'on va étudier grâce au séquençage notamment, essayer de voir lesquels d'entre eux sont capables de faire émerger la vie. Et ce qu'on espère tous ensemble à un moment, c'est être capable de dire, oui, la vie, c'est plausible qu'elle apparaisse quelque part dans l'univers parce qu'on comprend les conditions pour son apparition. Et ces conditions sont susceptibles d'exister ailleurs, alors en particulier sur Terre, mais ces conditions existent peut-être sur d'autres planètes. Voilà. Et donc on espère pouvoir donner une réponse rigoureuse, je dirais, à cette question. J'ai fini.